On se retrouve à nouveau pour une nouvelle leçon, cette fois-ci concernant donc la troisième unité, à savoir l'utilisation des matières organiques et des matières inorganiques. Et je vous rappelle que c'est une unité qui concerne uniquement la filière sciences physiques. Pour les autres options, les autres filières ne sont pas du tout concernées. Et pour commencer, nous allons donc entamer le problème donc des ordures ménagères. Alors pour commencer, il va falloir donc définir déchets ménagers. En réalité, les déchets ménagers, ce sont les déchets qui englobent tout ce qui est produit par les ménages et assimilé. Je pense notamment à quelques collectivités locales, je pense donc au commerce et voire même aux établissements touristiques. Ce sont donc les déchets que tout particulier produit dans sa vie quotidienne. Alors, quels sont les objectifs donc de cette leçon? On va d'abord s'intéresser aux caractéristiques des déchets ménagers dans notre pays, et puis essayer de voir quels sont les impacts d'une mauvaise gestion sur la santé, sur l'environnement et sur l'économie. Et en fin de compte, et c'est la partie la plus importante, comment peut-on valoriser les déchets ménagers et éviter ainsi les impacts négatifs sur notre vie quotidienne. Alors, pour déterminer quelques caractéristiques des déchets ménagers dans notre pays en comparaison avec celles de certains pays occidentaux, on propose donc le document suivant. Alors remarquez que en ce qui concerne donc la matière organique, notez quand même que dans le cas des déchets marocains, le taux atteint 70%, alors qu'il n'est que de 30% dans le cas de la France et à peine 18% les États-Unis. En ce qui concerne le taux d'humidité, remarquez quand même que les déchets marocains sont pratiquement atteignent un taux de 60%, alors que la France à peine 35% et aux États-Unis 33%. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette comparaison? C'est que les déchets dans notre pays sont très fortement chargés en matière organique et en forte humidité. Alors dans le but donc de comprendre la menace que peuvent générer les ordures ménagères pour l'environnement, on a essayé de suivre l'évolution de quelques composantes de ces déchets dans notre pays depuis 1960 jusqu'en 2013. Et les résultats sont consignés dans le tableau. Alors notez tout de même que les quatre composantes dont il s'agit sont les matières organiques, les plastiques, les métaux, papier et carton. Alors vous allez quand même remarquer que la matière organique a eu une légère baisse de 75% à 70%, si je pars donc de 1960 à 2013. Le plastique par contre et les métaux vont noter une forte augmentation. Et le papier et le carton, il y a une diminution. Bien sûr, tout ça en rapport avec le mode de vie qui a complètement changé depuis 1960. Alors le tableau suivant, il vous montre donc la durée de décomposition dans la nature de certains de ces composantes. Et vous notez que le plastique et les métaux, justement, ils ont une longue durée de vie. Donc la décomposition des longues, et comme les déchets ménagers au Maroc sont chargés en plastique et en métaux, vous imaginez donc que c'est une menace. C'est une menace d'abord par la variété de leur composition, mais aussi l'enrichissement par le plastique et les métaux qui demandent une longue durée pour se décomposer. Alors, quel est le devenir de ces déchets en réalité? On sait très bien qu'en principe, la collecte des déchets, c'est un service public assuré par les collectivités locales quotidiennement. Malheureusement, certaines décharges publiques ne sont pas encore contrôlées. On voit là un exemple. Comme exemple, il y a une décharge sauvage. Et des fuites de polluants, des substances toxiques peuvent donc se produire dans l'environnement autour du site de la décharge, mettant en danger tous les êtres vivants qui y vivent. D'autres menaces sont engendrées par des décharges sauvages. On sait très bien que l'eau qui percoule dans les massifs de déchets participe à la dégradation de ces déchets et entraîne donc l'apparition d'un suc qu'on appelle l'exivia. On voit là donc un bassin de l'exivia dans la grande décharge d'Agadir. Là au moins on arrive à extraire le lexivia et le traiter et éviter les menaces de l'exivia. Alors ce liquide résiduel, on le sait très bien,
qui est engendrée par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets, une zone de stockage de déchets sauvages non contrôlés, est très fortement riche en polluants organiques azotés, polluants minéraux, surtout les métaux lourds, comme le chrome, mais aussi riche en germes pathogènes. Il a donc donc pour essayer de faire un petit bilan concernant donc les décharges sauvages. Donc les déchets ménagers qui y sont déposés, il y a deux menaces essentielles. La première, elle vient du fait que certaines décharges incendient carrément donc les déchets pour s'en débarrasser. Les déchets entachés, bien sûr, vont être soumis à la fermentation, notamment la méthanisation. Il y a autre problème qui réside donc dans le liquide, dans le sucre des déchets dont on avait parlé, l'exivia. Alors, quel est le devenir donc de ce dépôt de décharge en état de brûler et de fermenter? Ils vont dégager, bien sûr, des substances volatiles dans l'air, ce qui va entraîner automatiquement la pollution de l'air. Et on sait très bien la pollution de l'air a trois effets dont on reviendra dans le chapitre de la pollution, Inch'Allah. L'effet de serre notamment, la dégradation de l'ozone, le bon ozone, et la production des pluies acides. Le devenir de l'exivia, donc c'est le ruissellement et filtration. Il va donc finir par atteindre et le sol et les eaux souterraines, les eaux superficielles aussi. Donc, ce qui va avoir comme conséquence directe la dégradation des ressources naturelles. Et bien sûr, si les ressources naturelles sont dégradées, et vous allez voir donc une baisse de la croissance économique, mais aussi des problèmes de la santé publique. La santé publique donc serait directement impactée par la pollution de l'air, de le sol, bien sûr. Inspirer l'air pollué par des substances volatiles issues des décharges ou encore consommer des produits pollués par l'accumulation des substances toxiques entraîne des problèmes de santé publique, en plus des germes pathogènes qui peuvent être à l'origine des maladies infectieuses graves. À titre d'exemple, voilà donc quelques cas de problèmes de la santé qui proviennent donc de ces divers polluants. On y reviendra, Inch'Allah, le chapitre de la pollution. Donc, quel est le problème de la santé publique? Quel est l'impact économique, socio-économique? On le sait très bien que les déchets ménagers vont, donc on sait très bien que leur collecte, plus le transport, le traitement, d'autant plus donc que la pollution va nous obliger donc à mobiliser beaucoup de dépenses pour protéger les ressources naturelles et la prise en charge des problèmes de santé publique, tout ça, ça va consommer un grand budget. À titre d'exemple, le coût économique de cette pollution au Maroc est estimé à 11 milliards de dirhams chaque année, selon Greenpeace. Comment donc peut-on valoriser certains composants des ordures ménagères et éviter leur impact négatif? L'une des caractéristiques des déchets ménagers dans notre pays, c'est la diversité de ces composants, ce qui nécessite donc le tri. Alors, c'est quoi le tri? En réalité, c'est un ensemble d'opérations permettant de séparer et de conserver les déchets par catégorie en fonction de leur type et de leur nature. Alors, le tri peut se faire dans les décharges, comme c'est le cas ici, la décharge de Rabat Kenetra, où le tri se fait manuellement, mais il peut se faire aussi à la source, c'est ce qu'on appelle donc la collecte sélective. Bien sûr, dans certains quartiers UP, on trouve donc des bacs pour diverses composantes les décharges. Dans certaines décharges modernes, le tri s'automatise. Il se fait donc par des machines. Donc d'abord les déchets qui arrivent donc au niveau de la décharge, donc ils sont déposés. Ils doivent donc passer par une sorte de tapis roulant et traversent donc un crible rotatif. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Donc il va séparer par taille, c'est le pré-tri, et il passe par un overband magnétique qui a la possibilité donc de trier, de retenir donc tout ce qui est ferromagnétique. Bien sûr, chaque manipulation aboutit à un refus. Alors c'est quoi le refus? Donc le refus
c'est la partie, donc c'est la fraction des déchets non conformes au cahier de charge. Il s'agit des déchets qui ne correspondent pas aux consignes du tri parce que chaque décharge dispose donc d'un cahier de charge. Qu'est-ce qu'on veut récolter, qu'est-ce qu'on veut conserver à travers donc les composants des déchets. Alors, pour la valorisation des produits, bien sûr, de tri, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le recyclage. Alors, c'est quoi le recyclage en fait? C'est un procédé de traitement des déchets permettant de réintroduire certains matériaux des produits arrivés en fin de vie dans la production de nouveaux produits. Quels sont les composants susceptibles d'être recyclés? Les produits comme le verre, le plastique, le papier, l'acier peuvent constituer une matière première pour la production de nouveaux produits et donc peuvent être remis dans le marché sous forme de nouveaux produits. À titre d'exemple, le recyclage du papier, après l'avoir mis en balle, on va donc en faire un certain nombre de produits, notamment les produits d'emballage, les cartons d'emballage, etc. Alors, quels sont les impacts positifs? C'est 3 fois moins d'énergie consommée, c'est 3 fois moins d'eau consommée, c'est la réduction des émissions de CO2, pratiquement de 300 kg par tonne de papier recyclé. Donc vous imaginez quand même que c'est une bonne chose. Le compostage, c'est un processus biologique comprenant plusieurs phases de dégradation et de transformation de déchets organiques en présence d'O2. Donc c'est un processus biologique aérobie permettant d'obtenir un produit valorisable, ce qu'on appelle le compost ou encore l'engrais organique. Alors quels sont les déchets compostables? Tous les déchets verts, donc tous les déchets organiques, ménagers, agricoles ou industriels, tout ce qui est décomposable. Alors le principe, les déchets organiques sont mis dans des conditions contrôlées en présence de l'oxygène et d'humidité. L'action des micro-organismes et des macro-organismes transforme ces déchets en compost. Voilà les étapes. D'abord, les déchets organiques sont broyés, puis mis en andin. Voilà. Ensuite, on va donc procéder au retournement. Quelle est l'utilité de retournement? C'est pour accélérer la fermentation active. Soit donc, l'aération permet d'apporter l'oxygène pour l'oxydation biologique et donc et aussi d'évaluer la vapeur, donc d'évacuer la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Ensuite, on va arroser, donc la maturation. En réalité, l'arrosage, c'est pour biotransformer, donc l'humidification des déchets organiques au moment de la mise en tas permet de stimuler leur dégradation par les bactéries. Ensuite, on procède au criblage pour essayer donc de récupérer les composants qui n'ont pas encore atteint le stade donc de maturation et on obtient finalement donc un compost. Alors là, c'est un engrais organique. Alors, quels sont les impacts positifs du compostage? Vous imaginez tout de suite que ça nous permet de réduire l'usage des engrais chimiques qui sont fortement polluants, réduire la production de lexivia puisque la matière organique, si on la laisse donc à l'état libre, donc elle va finir par produire donc avec le liquide résiduel, mais aussi réduire le rejet de méthane dans les décharges puisque on aura évité la méthanisation. Le compostage, n'oubliez pas, c'est un processus biologique de transformation des déchets organiques en présence d'oxygène, donc c'est aérobie. La biométhanisation, production d'un biogaz, le méthane. Alors, le principe, c'est grâce aux méthanobactères, donc c'est un type de bactéries présentes dans les déchets qui vont permettre donc à la matière organique de subir une fermentation en l'absence d'O2. On obtient donc un biogaz, le méthane, utilisé comme source d'énergie. Les produits biométhanisables sont tous les déchets fermentescibles, c'est-à-dire les débris organiques. Alors, les étapes de la méthanisation, la même chose, on a les déchets organiques sont récoltés. On va d'abord les traiter par un traitement anti-odeur, parce que n'oubliez pas que la fermentation, ça dégage des odeurs insupportables. Ensuite, l'hygiénisation. En fait, l'hygiénisation, c'est quoi? C'est éliminer les micro-organismes indésirables, puisque ce qui nous intéresse, non, c'est les méthanobactères. Ensuite, donc, on va placer le tout dans un digesteur pour fermentation et on obtient le méthane. À l'exemple, il y a le digesteur, voilà, c'est le méthaniseur. Alors, donc, c'est une cuve utilisée.
Alors, quels sont les impacts? On va réduire la production de méthane dans les décharges publiques, puisqu'on va contrôler la méthanisation, donc éviter l'effet de serre. On va réduire les odeurs et on va récolter une source d'énergie renouvelable qui est le biométhane, le biogaz, pardon. Contrairement au compostage, n'oubliez pas que la méthanisation, c'est un processus biologique anaérobie. L'incinération, comme autre façon de valoriser, il consiste à brûler les déchets combustibles dans des stations contrôlées. Alors les étapes, c'est très bien, on va récolter les déchets, tout ce qui est combustible, on va les placer dans un four d'incinération, la température atteint les 1000 degrés, et on va procéder à l'épuration des fumées, donc à l'insféo la fumée qui se dégage de la combustion, et grâce à un alternateur, on récupère donc l'énergie. Alors les produits de l'incinération sont récupérés, les mâches à faire, donc c'est les débris solides qui résultent de la combustion. On va donc s'en servir dans les travaux publics. Les réfiums, donc c'est les résidus d'épuration des fumées, on va essayer donc de les récupérer et éviter à ce qu'ils provoquent la pollution de l'air. Voilà un exemple d'incinérateur des déchets. Sinon, les impacts positifs, on va réduire de 90% le volume des déchets puisque 90% des déchets sont combustibles. On va réduire la pollution des milieux et on va produire de l'énergie à bon prix. En dernier lieu, l'enfouissement des déchets comme ultime façon de s'en débarrasser pour les déchets non valorisables. Mais pour certaines décharges, ils procèdent directement à l'enfouissement sans procéder au tri. Le principe donc, c'est creuser des fosses des alvéoles dans des terrains imperméables, placer les déchets compactés, on va les compacter pour que une alvéole puisse prendre le maximum possible de déchets. Après avoir récupéré le lixivia en vue de le traiter, on va couvrir la fausse part de la terre et en faire un espace vert. Donc voilà l'exemple. Donc, là, effectivement, là c'est une barrière de sécurité, une barrière naturelle, qui va éviter donc effectivement l'infiltration de lixivia. En deux, donc on va stocker donc les déchets dans cette fosse et on va récupérer donc le lixivia, récupération et traitement de lixivia, et on va réhabiliter l'espace, donc il devient un espace vert. Automatiquement, bien sûr, le contexte scolaire sera soumis à un contrôle pendant une certaine période. Donc, au moins une trentaine d'années, on va devoir suivre. Donc, باش نشوفوا ياك ما كاين تسرب ديال الليكسيفيا ياك ما كاين un impact parce que la barrière, même s'il est présent, donc il risque donc de laisser passer quelques polluants. Alors, je nomme les impacts positifs. D'abord, éviter une pollution visuelle, éviter le danger de l'exivia puisqu'on l'extrait et on le traite, et protéger l'environnement. Voilà, bonne réussite à vous tous et au prochain. Le prochain cours donc il traitera donc du problème de la pollution en termes généraux, qui est la conséquence donc des activités industrielles, touristiques, agricoles et ménagères. Voilà, bonne réussite.